Panique à Etoudi, fuite programmée, argent du Covid et verrouillage du régime autour de Ferdinand Ngo. Il y a des silences qui font plus de bruit que les coups de canon. Il y a des nuits où le pouvoir ne dort pas. Et il y a des moments où un régime comprend, trop tard, que le danger ne vient plus d'en bas, mais de l'intérieur même du palais. Ce qui se joue actuellement au sommet de l'État camerounais n'est pas un simple fait divers politique. Ce n'est pas une rumeur de quartier. Ce n'est même pas une affaire ordinaire de corruption. Index revers pointant vers la droite blanc, c'est un drame d'État. Un drame où se mêle l'argent du Covid, dettes cachées, peur de la prison, et surtout, une fuite minutieusement préparée par l'un des hommes les plus puissants et les plus informés du régime, Ferdinand Ngo. À Etoudi, l'ambiance n'est plus à la stratégie tranquille. Elle est à la panique froide, celle qui ne s'annonce pas, celle qui ne s'écrit pas dans les communiqués, mais qui se lit dans les décisions extrêmes, verrouiller les frontières, immobiliser les ministres, surveiller les proches. Au Cameroun, on dit souvent. Quand le chef commence à fermer toutes les portes, c'est qu'il ne cherche plus les ennemis dehors, il les compte dedans. Ce que vous allez entendre n'est donc pas l'histoire d'une simple arrestation. C'est la révélation d'un système qui se sent menacé par ses propres piliers. C'est l'histoire d'un homme qui savait trop, qui voyait trop, et qui, sentant le sol trembler, aurait préparé sa sortie avec ce que le peuple a payé au prix fort. Ne partez surtout pas. Parce que chaque détail compte. Chaque silence a un sens. Chaque décision cache une peur. Avant d'entrer dans ce reportage au cœur des complots feutrés et des secrets d'État, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner et activer la cloche de notification. Ici, sur Camé News, on ne vous sert pas l'actualité fade et recyclée. On vous la livre brute, épicée, sans filtre, avec les mots du peuple et la rigueur du reportage. Restez bien avec nous. Ce que vous allez découvrir pourrait bien bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur le pouvoir à Yaoundé. Partie 1: le verrouillage des frontières, quand le pouvoir commence à se surveiller lui-même. Au Cameroun, les anciens aiment rappeler ce proverbe simple mais redoutable. Quand le chef commence à compter ses poules chaque matin, c'est qu'il soupçonne déjà quelqu'un de voler les œufs. Depuis quelques jours, un fait rarissime secoue discrètement les couloirs du pouvoir. Les frontières camerounaises ne sont plus seulement des frontières nationales, elles sont devenues des barrières politiques. Une ligne invisible dressée non pas contre un ennemi extérieur, mais contre les propres enfants du régime. Ministres, directeurs, conseillers, collaborateurs, familles comprises. Interdiction formelle de quitter le territoire. Et là, une question s'impose naturellement. Depuis quand un pouvoir confiant enferme-t-il ses propres cadres ? De la frontière nationale à la barre de prison symbolique. Normalement, dans un État qui se porte bien, la frontière est une ouverture. On voyage, on représente le pays, on négocie, on apprend. Mais ici, la frontière est devenue une barrière de sécurité interne. Un peu comme au quartier quand le chef de famille ferme la porte à clé à 18h, non pas à cause des bandits dehors, mais parce qu'il ne fait plus confiance aux gens à l'intérieur. Comme on dit chez nous. Quand la maison commence à sentir le vol, même les enfants sont fouillés. Ce verrouillage n'est pas administratif. Il est psychologique. Il est politique. Il est surtout révélateur. Un régime qui se méfie de ses propres soldats. Pendant plus de 4 décennies, le régime camerounais a fonctionné sur un principe simple. La loyauté contre l'impunité. Tu sers, tu obéis, tu te tais. Et en échange, on te protège. Mais aujourd'hui, cette règle semble s'effriter. Le pouvoir ne protège plus. Il surveille. Quand un président commence à soupçonner ses ministres de vouloir fuir, ce n'est pas seulement une crise de confiance. C'est un aveu que quelque chose ne tourne plus rond au sommet. Au Cameroun, on dirait. Même le berger commence à compter ses moutons quand le lion a déjà goûté à la chair. 43 ans de pouvoir. Et 900 ministres usés. Paul Biya règne depuis plus de 40 ans. En chemin, il a vu passer près de 900 ministres. Certains sont entrés pleins d'enthousiasme. Beaucoup sont sortis fatigués. D'autres ont disparu dans le silence. Dans ce système, le pouvoir use plus vite que le soleil de Garoua. Et pourtant, malgré cette longévité exceptionnelle, le régime donne aujourd'hui l'impression de découvrir la peur tardivement, comme un vieil homme qui réalise soudain que la nuit tombe plus vite qu'avant. Du contrôle à la panique, la ligne est fine. Il faut bien comprendre une chose. Le contrôle est une pratique normale du pouvoir. La panique, elle, est une maladie du pouvoir finissant.
Quand un régime commence à empêcher ses propres responsables de voyager, ce n'est plus de la gestion. C'est de la prévention de fuite. Comme on dit au marché. Quand le vendeur commence à s'asseoir sur sa marchandise, c'est qu'il n'a plus confiance en personne. Ce verrouillage envoie un message clair, même s'il n'est écrit nulle part. Nous ne savons plus qui est avec nous, alors tout le monde reste ici. Une mesure qui parle plus fort que les discours. Officiellement, rien n'est dit. Pas de communiqué. Pas de justification publique. Mais au Cameroun, le silence est souvent plus bavard que les discours. Car dans un pays où les élites ont l'habitude de se soigner à l'étranger, d'étudier ailleurs et de sécuriser leurs biens hors du pays, bloquer les déplacements, c'est toucher aux nerfs sensibles du système. C'est dire aux dignitaires. Vous êtes important, mais vous êtes surtout suspect. Le régime face à son propre miroir. Ce verrouillage est aussi un miroir tendu au pouvoir lui-même. Il montre une chose très simple. Le danger n'est plus seulement dans la rue, il est dans le palais. Quand un régime commence à s'auto-surveiller. Quand les passeports deviennent des menaces. Quand les avions deviennent des tentations. C'est que la confiance est déjà morte. Et comme disent les sages. Quand la confiance meurt, même le pouvoir commence à marcher en regardant derrière lui. Un signal que le peuple comprend très bien. Le peuple camerounais n'est pas naïf. Il a vu des régimes tomber ailleurs. Il a reconnu les signes. Et ce signe-ci est clair. Quand les frontières se ferment pour ceux d'en haut, c'est que quelque chose de grave se prépare. Ce n'est peut-être pas encore la tempête. Mais le vent, lui, a déjà changé de direction. Parti de Ferdinand Ngo, quand le gardien du temple devient le plus grand risque du système. Au Cameroun, il existe un proverbe bien connu. Celui qui est trop proche du feu finit toujours par sentir la braise. Et Haïtou dit, le feu ne chauffe pas seulement, il marque à vie. Dans tous les régimes longs, très longs, il y a toujours un personnage clé. Pas forcément le plus visible, ni le plus populaire, mais le plus informé. Celui qui voit passer les dossiers avant qu'ils ne deviennent des discours. Celui qui connaît les secrets avant qu'ils ne deviennent des scandales. Au Cameroun, depuis plusieurs années, ce personnage s'appelle Ferdinand Ngo. Le secrétaire général, plus qu'un poste, un carrefour de secrets. Officiellement, Ferdinand Ngo est secrétaire général de la présidence de la République. Mais dans la pratique camerounaise, ce poste est tout sauf administratif. Le SGPR, c'est la porte d'entrée des décisions. Le filtre des audiences. Le traducteur des silences du chef. Et parfois, le paravent idéal. Comme on dit au quartier. Le chef peut dormir, mais le gardien du portail, lui, ne dort jamais. Tous les dossiers sensibles passent par là. Sécurité, finances, nomination, sanctions, marché public. Quand quelque chose se fait au sommet, Ngo sait. Quand quelque chose se cache, Ngo a vu passer l'ombre. La longévité qui fait peur. Dans un régime où les ministres passent comme des saisons de pluie, Ngo est resté. 14 secrétaires généraux sont passés avant lui. Lui, il s'est installé. Pourquoi? Les partisans parlent de compétences. Les observateurs parlent de proximité. Le peuple, lui, résume plus simplement. Il sait trop de choses. Car au Cameroun, la longévité au sommet n'est jamais un hasard. Elle est souvent le résultat d'un savant mélange de loyauté, de silence, et de dossiers bien rangés. Mais voilà le problème. Plus on reste longtemps près du pouvoir, plus on accumule de risques. Le TCS, le accent aigu de Damoclès qui ne tombe pas. Mais qui brille. Depuis des années, un nom revient dans les murmures judiciaires. Le tribunal criminel spécial, TCS. Un tribunal conçu officiellement pour lutter contre la grande corruption. Mais que le peuple surnomme parfois. Le tribunal qui marche quand le chef dit avance. Dans ce cadre, des soupçons lourds pèsent sur la gestion de certains fonds sensibles, notamment ceux liés à la Covid-19 et à la CAN. Convocations renvoyées. Convocations ignorées. Silence maintenu. Tant que le régime tient, le dossier dort. Mais si le régime tombe, le dossier se réveille brutalement. Et là, on ne parle plus de carrière politique, mais de prison à vie. Quand le fidèle commence à regarder vers la sortie. C'est ici que l'histoire devient sérieuse et dangereuse. Selon plusieurs signaux concordants,
Ferdinand Ngo aurait commencé à envisager une sortie. Pas une mission officielle. Pas une conférence internationale. Une sortie définitive. Au Cameroun, on reconnaît ce moment précis. Quand les biens commencent à changer de nom. Quand les enfants étudient déjà ailleurs. Quand les voyages deviennent fréquents. Quand le téléphone sonne moins. Comme dit le quartier. Quand quelqu'un commence à vendre les marmites, c'est qu'il ne compte plus cuisiner longtemps. Or, pour Paul Biya, cette perspective est un cauchemar stratégique. Le paradoxe du système, celui qui sait tout ne peut pas partir. Dans un régime comme celui du Cameroun, certains hommes ne sont pas autorisés à tomber seuls. Ils sont trop dangereux en liberté. Trop informés. Trop connectés. Si Ngo part. Il part avec les secrets. Il part avec les preuves. Il part avec la mémoire du système. Et comme disait un ancien baron du régime. Le problème n'est pas qu'il parle, c'est qu'il peut prouver. Voilà pourquoi la panique s'installe. Voilà pourquoi les frontières se ferment. Voilà pourquoi le pouvoir serre la corde. Le président face à son propre miroir. Paul Biya est un fin stratège. Il a vu passer des Titus Edzoa. Des Joseph Owona. Des fidèles devenus ambitieux, puis sacrifiés. Il sait une chose essentielle. La proximité du trône est plus dangereuse que l'opposition déclarée. Mais cette fois, le danger n'est pas un rival politique. C'est un pilier du système lui-même. Et c'est là toute l'ironie tragique. Le régime commence à avoir peur de ceux qui l'ont servi le plus fidèlement. De l'homme fort au fusible. Au Cameroun, on dit souvent. Quand le courant devient trop fort, c'est le fusible qui saute. Ferdinand Ngo est-il encore un homme fort? Où est-il devenu le fusible idéal? La question hante les couloirs. Et pendant que le silence officiel règne, la peur parle plus fort que les discours. Car dans ce système, on ne tombe jamais par hasard. On tombe quand le pouvoir décide que tu sais trop, que tu coûtes trop, ou que tu fais peur. Une bombe humaine au cœur du palais. Aujourd'hui, Ferdinand Ngo n'est plus seulement un individu. Il est devenu un risque systémique. S'il reste, il inquiète. S'il part, il menace. S'il parle, il explose. Et face à cette équation impossible, le régime choisit la solution la plus brutale. Immobiliser tout le monde. Comme on dit au l'argent qui se cache, quand tu ne sais plus qui est le voleur, fiscaux et la tu enfermes tout le monde dans la maison. Au Cameroun, les anciens disent souvent. Quand quelqu'un te montre une belle maison sans te montrer la cuisine, méfie-toi, tu risques de mourir de faim dans le salon. Depuis des années, on nous parle de grands projets, de plans stratégiques, de routes de l'émergence et de croissance inclusive. Mais pendant que le peuple regarde les maquettes en couleur, l'argent, lui, prend l'avion de nuit, direction des lieux où même le soleil n'a pas le droit de poser des questions. Car derrière les discours officiels bien repassés se cache une réalité beaucoup plus rugueuse, des dettes colossales, contractées au nom du Cameroun, mais soigneusement dissimulées derrière des montages financiers dignes des films de braquage. Dette publique, quand le pays signe, mais ne profite pas. La dette, en soi, n'est pas un crime. Tous les États empruntent. Mais au Cameroun, le problème n'est pas d'emprunter, c'est ce qu'on fait de l'argent une fois qu'il arrive. Quand l'argent entre officiellement, il doit construire. Des hôpitaux qui soignent vraiment. Des écoles où on apprend sans s'asseoir par terre. Des routes qui ne disparaissent pas à la première pluie. Mais ici, l'argent fait un parcours étrange. Il arrive à Yaoundé le matin. Et le soir, il est déjà fatigué, prêt à voyager. Comme on dit au quartier. L'argent public au Cameroun a des jambes, mais le développement, lui, marche encore pieds nus. Paradis fiscaux, les villas où l'argent va se reposer. Quand on parle de paradis fiscaux, certains imaginent des plages, des cocotiers et des cocktails. Mais pour l'élite, ce sont surtout des coffres-forts sans morale, des endroits où l'argent peut dormir tranquille pendant que le pays veille à la bougie. Ces paradis fiscaux sont devenus, selon plusieurs observateurs, de véritables caisses de retraite anticipées. Pas besoin d'attendre la pension officielle. On met de côté. On sécurise. On prépare la fuite. Et pendant ce temps, au Cameroun, les hôpitaux manquent de gants. Les universités manquent de bancs. Les jeunes manquent d'avenir. Mais quelque part, très loin, l'argent camerounais bronze au soleil,
protégés par des lois étrangères plus respectueuses que celles du pays d'origine. Montage financier, la magie noire de la comptabilité. Le génie du système, ce n'est pas seulement de voler. C'est de faire disparaître les traces. Sociétés écrans, comptes offshore, contrats surfacturés, projets fantômes, tout est pensé pour que, quand quelqu'un pose une question, la réponse se perde dans un labyrinthe de chiffres. On signe ici, on transfère là-bas, on justifie ailleurs. Et au final, quand le peuple demande « L'argent est passé où ?» on lui répond « C'est technique. Vous ne pouvez pas comprendre. » Pourtant, au quartier, on comprend très bien une chose. Quand le sac est vide, même la danse devient compliquée. Quand les créanciers commencent à regarder dans la cuisine. Le problème, c'est que les créanciers ne sont pas naïfs. Ils prêtent avec un sourire, mais ils comptent chaque centime. Et quand ils commencent à soupçonner que l'argent ne sert pas à ce pourquoi il a été emprunté, ils posent des questions. Beaucoup de questions. À ce moment-là, le régime comprend une chose essentielle. Si certains dignitaires quittent le pays, ils peuvent partir avec les preuves. Des documents. Des signatures. Des secrets. C'est là que la panique commence. Car l'argent mal caché, c'est une bombe. Mais l'argent mal caché plus des témoins en fuite, c'est un tsunami. Pourquoi bloquer les frontières? L'argent explique tout. Le verrouillage des frontières prend ici tout son sens. Il ne s'agit pas seulement d'empêcher des hommes de partir. Il s'agit d'empêcher l'argent et les preuves de voyager avec eux. Au Cameroun, on dit. Quand le voleur commence à fermer la porte de la maison, ce n'est pas pour empêcher le vent d'entrer. Chaque ministre bloqué est un coffre. Chaque collaborateur retenu est un dossier. Chaque famille immobilisée est un levier de pression. Ce n'est plus de la gouvernance. C'est de la gestion de crise interne, presque de la garde à vue politique déguisée. La grande hypocrisie, parler d'émergence avec les poches vides. Et pourtant, le discours officiel continue. On parle d'émergence, de vision, de stabilité. Mais comment parler d'avenir quand le présent est déjà hypothéqué? Comment promettre demain quand les caisses sont déjà ailleurs? Comme dit un vieux du quartier. Celui qui mange tout aujourd'hui ne peut pas promettre le repas de demain. La satire ici n'est même plus exagérée. La réalité a dépassé la caricature. Une bombe à retardement politique. Ces dettes cachées, ces montages douteux, ces paradis fiscaux ne sont pas seulement un problème économique. Ils sont un problème politique majeur. Parce que le jour où le système change, le jour où les comptes sont ouverts, le jour où les dossiers parlent, ceux qui ont signé ne pourront plus se cacher derrière le silence du pouvoir. Et c'est précisément cette peur-là qui explique